Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne année 2025 à vous tous et à vous toutes. Moi ça va très bien et pour commencer cette année, petite vidéo bilan culture 2024. 20 ans après tout le monde, mais c'est pas grave. Dans cette vidéo, on va parler de cinéma, de séries, de musique, de livres un petit peu et aussi de spectacles vivants. Donc n'hésitez pas à rester, suivez les timecodes si vous souhaitez passer d'une section à une autre. Je vais vous faire peut-être quelques petits recos. Par contre, vous attendez pas non plus à que du full 2024. J'ai découvert des choses sur le tard. Mais voilà, on va essayer de faire un petit résumé de tout ce que j'ai découvert en 2024. On va commencer avec le Wrapped Spotify. On va parler un peu de musique. Ça va être très court. Je sais pas si vous, ça a été le cas. En tout cas, ça a été le cas pour beaucoup sur Internet. Mais moi, j'étais assez déçue du rap cette année. Beaucoup fait par IA et beaucoup moins intéressant en termes de contenu. Beaucoup plus court et même pas forcément accurate. Ouais, je suis pas très déçue. Donc vous pouvez voir là ici les 5 titres que j'ai écoutés. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Euh, donc oui, moi franchement, niveau musique, j'écoute beaucoup. Spotify, je suis assez cliente. J'ai toujours la version gratuite, donc j'ai les pubs toutes les 5 minutes. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. En vrai, c'est pas très intéressant. Mais voilà, niveau goûts musicaux, moi je suis très Simmel, Ruel, Fleury, Sleeping at Last. En gros, ces artistes-là, des favoris. Mais aussi en France, on a Big Flo et Oli qui sont littéralement mon groupe préféré. Je serais idiote de ne pas parler de mon t-shirt qui est littéralement Billie Eilish. Enfin voilà, globalement, je reste sur les mêmes goûts musicaux depuis quelques années. Quelques nouvelles découvertes, mais ça arrivera peut-être en 2025. Voilà. Parlons maintenant des films. Cette année, j'ai vraiment dépassé la limite, battu mon record en quelque sorte. J'ai battu mon record, ouais. Des films matés en 2024. Comme vous pouvez le voir, j'ai logué 116 films. Donc c'est pas 116 films différents, mais j'ai fait 116 visionnages de films en 2024, ce qui donne un nombre astronomique d'heures de visionnage cumulé. Je n'ai pas de vie. Mais donc voilà, en termes de films que j'ai vraiment kiffé cette année, il y a forcément Le Comte de Monte-Cristo. Vous pouvez le voir, je l'ai vu 2 ou 3 fois. Au total, la première fois c'était à Cannes. Oui, je suis allée à Cannes cette année. Oui, donc j'ai fait Cannes, j'ai fait le festival de Cannes en 2024. Grâce à ce processus qui est 3 jours à Cannes, vous pouvez postuler. Tous ceux qui sont, tous les jeunes peuvent postuler pour aller à Cannes au festival et profiter de 3 jours à regarder les séances comme tout le monde. Et dans ce cadre-là, j'ai pu voir en avant-première Le Comte de Monte-Cristo et L'amour ouf, sorti en fin d'année. Moi, je l'ai vu en mai, voilà. Voilà. Je flex un peu, oui. Globalement, j'ai été tout de suite sous le charme du Comte de Monte-Cristo, malgré une cheville complètement pétée à cause des pavés glissants de Cannes. Mais sincèrement, c'était une super expérience cinéma. Maintenant, il est sur Canal+. Pour ceux qui ont Canal+, foncez en VOD, en DVD, allez-y. Pour les derniers Français qui n'ont toujours pas vu. Pour les internationaux qui sont absolument zéro à me suivre, il était aussi passé dans les cinémas. Il est actuellement au cinéma aux États-Unis. Il a été dans quelques séances en Angleterre, là à Nottingham. J'ai pu le revoir. Donc oui, je l'ai vu 3 fois, puisqu'à Nottingham, je l'ai vu en version originale sous-titrée anglais. Et c'est des expériences vraiment sympas à faire.
Donc voilà, ça c'est un film que je recommande beaucoup. Aussi, j'ai vu d'autres classiques cette année, notamment grâce à la plateforme Arte ou la plateforme France Télévisions, où vous pouvez voir plein de classiques gratuitement. Il faut juste créer un compte, mais globalement, ça ne vous coûte rien. Voilà, donc profitez à fond de ces services-là qui sont totalement accessibles et qui vous proposent du cinéma de grande qualité. Là, je profite vraiment de mon année à l'étranger pour pouvoir rattraper tous ces classiques, du Kubrick, du Jacques Demy. Mais là aussi, j'ai donc pas par cette plateforme, mais j'ai eu la chance de voir au cinéma La Haine. Donc vous voyez pas non plus le film le plus récent, hein, mais c'est un grand film et que j'ai vu au cinéma, donc le Broadway Cinéma de Nottingham, qui est un cinéma indépendant et qui fait vraiment des séances un peu cultes, qui s'ouvrent au cinéma mondial. Euh, Franchement, quand on voit un film dans ces conditions, c'est vraiment super. Et en plus, le film en question est génial. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu, vous ne devez pas être nombreux, mais foncez, c'est vraiment un classique qui, au-delà du sujet, c'est la maîtrise du storytelling qui est incroyable. Il y a des scènes cultes. On pense toujours à la scène dans la salle de bain avec Vincent Cassel. Et cette fin qui vous laisse complètement bouche bée. C'est un film à voir, c'est un film qui vous choque, c'est un film qui vous prend par les sentiments. Si vous voulez avoir vraiment mon top de 2024, je vous invite à me suivre sur Letterboxd où vous pouvez voir la liste des films que j'ai vus en 2024 que j'ai préférés. Dedans, il y a notamment donc Le Comte de Monte Cristo, il y a La Zone d'intérêt qui est génial. Voilà, des petits bouts comme ça de 2024 et d'autres années qui méritent vraiment le coup d'œil. Donc niveau série, j'ai pas été non plus ultra branchée série. J'étais quand même à Série Mania, bénévole l'année dernière, des bénévoles cette année normalement. C'est un super festival par ailleurs pour tous ceux qui sont dans la métropole lilloise, dans les alentours ou qui vont passer dans le coin d'ici mars. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce festival qui est vraiment le Cannes des séries, même si Cannes séries existe. Voilà, le festival Série Mania, c'est vraiment super. Malgré ça, je suis quand même encore derrière au niveau de temps sur les séries par rapport au temps sur les passés à regarder des films. Vous pouvez voir sur la plateforme Serialized, donc qui est l'équivalent de Letterboxd pour les séries et pour les émissions télé, il les compte dedans. Donc là, vous pouvez voir un peu mon recap. C'est pas horrible non plus, mais il est vrai que je me suis remise à Glee, que je mets littéralement pour me détendre entre les repas et les moments de cours ici à l'étranger. Franchement, c'est vrai que malgré toutes les polémiques qu'il y a eu autour de Glee, ça reste un super show et les musiques, ça fait ma culture musicale en quelque sorte quand j'étais jeune. Donc c'était ma recommandation vraiment super actuelle. Mais j'ai d'autres séries en attente. J'ai d'autres séries en attente en DVD cette fois. Je dois regarder The Musketeers et je dois regarder Killing Eve. Voilà. Pareil, j'ai commencé des séries, mais je ne les ai pas terminées. Notamment Fleabag, il faut absolument que je m'y remette, mais j'ai pas la possibilité pour l'instant. Mais oui, Fleabag, j'ai adoré les premiers épisodes, donc il faut vraiment que je m'y replonge. Voilà. Après, si on doit parler d'une série qui a fait l'événement en fin 2024, je dois parler de Squid Game. En fait, j'avais regardé Squid Game The Challenge, qui était
la version télé-réalité. Oui, la version télé-réalité sur Netflix. J'étais au courant de toute la saison 1 de Squid Game parce que quelqu'un me l'avait raconté, parce que j'étais pas sûre de le voir à l'époque où c'était sorti. J'étais encore au lycée. Et au final, j'ai tout rattrapé en toute la saison 1 là en décembre 2024. Et après, avec mon copain, quand je l'ai rejoint au Canada. D'ailleurs, petit aparté, je vais peut-être sortir une vidéo sur le Canada dans les prochains jours. Donc du coup, en le rejoignant là-bas, on s'est maté la série en 3 jours. Et encore, c'est parce qu'on avait des excursions, donc vraiment, on pouvait pas faire autrement, quoi. Donc oui, niveau série, franchement, j'ai pas vraiment beaucoup de recommandations. Sorry. Mais voilà. Squid Game, vous êtes passé à côté, vous avez pas eu le temps. Ça vaut vraiment le coup. La fin de la saison 2, en vrai, c'est vrai que... Ouais, je sais pas trop. J'attends vraiment la saison 3. On sent qu'ils ont dû couper la saison en deux parce que Netflix s'est dit no, it's too much. Donc ça nous laisse sur un goût de non fini, avec beaucoup trop de storyline. Et ça reste quand même une très bonne série, hein, on va pas se mentir. Ne vous inquiétez pas, je ne dénigre pas cette merveilleuse série qui occupe mes pour toi sur TikTok depuis des semaines maintenant. Maintenant les livres, maintenant parlons des livres. Donc moi pour les livres j'utilise la plateforme Babelio qui est vraiment une plateforme super pour recenser ses lectures, se donner des objectifs sur l'année. Je m'étais donné un objectif que je n'ai pas atteint, mais ce n'est pas grave hein, parce que c'était pour avoir une vision globale sur mes lectures de l'année. Comme vous pouvez le voir, j'ai lu pas mal de livres, mais il y en a beaucoup, c'est des comics et des mangas. Ici, je ne vais pas vous les présenter parce que ça sert à rien de vous présenter un comics ou un manga. Je lis des séries. Si vous voulez que je fasse une vidéo à part dessus, il n'y a aucun souci. Mais là, je vais vous présenter 5 livres que j'ai préférés en 2024. En tout cas, les livres que j'ai lus en 2024, pas forcément ceux qui sont sortis en 2024. Donc d'abord, on va parler de désoccidentalisation. J'arrive jamais à le dire. Désoccidentalisation. C'est un essai. C'est un essai qui, comme vous le voyez, parle de la désoccidentalisation, qui parle de la désoccidentalisation du monde. C'est un livre de Christophe Ventura et de Didier Billon. C'est vraiment très intéressant, c'est assez court comme livre et une lecture qui n'est pas compliquée. On arrive quand même à bien comprendre les thématiques. Ça fait quelques temps que je l'ai lu, donc voilà. Mais je vous le recommande, en tout cas si vous êtes intéressé par la géopolitique. Voilà, c'est un livre qui permet de prendre un autre point de vue. Je vais vous parler d'un livre que vous n'avez forcément jamais entendu parler, qui s'appelle The Adventures of Sherlock Holmes. Je le dis avec l'accent, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc oui, je suis une grande fan de Sherlock Holmes. Je suis une grande fan, d'accord? Notamment de la série de la BBC avec Benedict Cumberbatch dans le rôle de Sherlock. Dans le cadre de mon cours en criminologie, notre prof voulait qu'on se remette à lire. Or, moi je lisais déjà, mais elle ne le savait pas. Mais ça s'adressait à tout le monde. Pick a book, prenez un livre et lisez-le sur le semestre. Je m'étais dit, tiens, c'est l'occasion de le lire, et cette fois je l'ai lu en anglais parce que j'ai beaucoup d'éditions. J'en ai une en française que j'avais commencé mais qui regroupe beaucoup et qui fait 800 pages en vraiment grand format. Là, du coup, c'était vraiment sur les aventures, donc un cycle de nouvelles de Sherlock Holmes. Franchement, c'est toujours un plaisir à la lecture, je vais pas vous mentir.
Et ça fait du bien de voir Conan Doyle dans sa langue originale. Et donc de reconnaître sa patte, ses tics d'écriture aussi, et aussi de voir quelques moments d'amitié immiscés entre les nouvelles et entre les gros pavés de dialogue euh, qui, euh, qui n'adressent que le crime en lui-même. Donc c'était quand même une super lecture. Moi de toute façon tout ce qui se rapporte à Sherlock, comme vous le voyez, ça me plaît. Donc voilà, c'était super. Parlons maintenant, donc je vais tricher, mais voici 2 livres en un. Je vais vous parler de la duologie King of Scars de Leiba Dugo. Je sais pas bien le dire. Ça ne va pas être une recommandation pour tout le monde parce qu'il ne faut pas absolument pas commencer par ces livres-là si vous n'avez pas lu le reste de la saga. C'est peut-être controversé pour d'autres qui sont dans le Grishaverse, mais à mon sens, vous ne profiterez pas autant de la lecture. Et c'est pas une belle porte d'entrée dans cet univers qui est riche. Donc le Grishaverse, c'est un univers qui est développé par cette autrice, et ce depuis des années. Ça a commencé par la trilogie Grisha. On suit l'histoire d'Alina Starkov. Ensuite, on a une duologie qui est la duologie Six of Crows, qui est ma préférée dans l'univers, où il y a Casbreaker, Inej. Bon, bref, je vais pas tous les évoquer. Vous les connaissez, en tout cas pour ceux qui connaissent la série aussi, la série littéraire, mais la série télévisée sur Netflix qui a été annulée au bout de la 2e saison. Mais je vous en prie, regardez-la quand même après avoir lu les livres. S'il vous plaît, lisez les livres, ils sont vraiment bien. Il y a eu plein de livres aussi autour de ça, sur l'histoire du Darkling qui est le méchant, sur les contes qui sont dans l'univers et qui inspirent les personnages, sur le livre des saints où on comprend mieux les saints de cet univers, les saints qui sont les divinités en quelque sorte. Voilà, c'est un univers dense, euh, dense, mais qui reste quand même accessible. On n'est pas sur du Tolkien, rassurez-vous, mais qui va du coup de l'adolescence et qui veut vous porter jusque donc jeunes adultes. Je recommande vraiment cette saga, bien entendu, et les King of Scars poursuivent dans cette idée. Là où on suit Nikolai. On, on- voilà, je peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Si vous voulez avoir mon avis, j'ai publié un commentaire sur Babelio. Suivez-moi sur Babelio d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Euh, et voilà, franchement, que puis-je vous dire de plus, à part que j'ai chialé. Voilà. En parlant de chialade, parlons de I Fell in Love with a Hope, qui était une sensation TikTok, BookTok, en tout cas, il y a quelques temps. Je l'ai lu avant qu'il soit traduit en français. Donc, ce livre de Lankali, si je prononce bien, dites-moi hein, si jamais je massacre des noms d'autrices et d'auteurs. Désolée. Euh, donc voilà, c'est un livre qui littéralement vous fait pleurer. Est-ce qu'il cherche à vous faire pleurer? Oui, c'est vraiment, ça cherche à vous tirer les larmes. Mais ça reste un super beau livre. Euh, pour être honnête, ça n'a pas été une lecture simple. On va dire que pendant la première moitié, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que l'écriture ne ménage pas. Elle n'essaie pas de... Ouais, elle essaye pas de vous brosser dans le sens du poil, clairement. L'écriture est pas du tout, elle ne facilite pas du tout l'entrée en connexion avec les personnages. Mais une fois que j'ai eu le déclic, c'était fini. Là, c'était fini, j'étais accrochée, je voulais finir. Peut-être que la traduction en français facilitera cette accroche avec les personnages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette autrice, elle a une patte. Elle a une patte qui est bien à elle. Et c'est un style que on ne retrouve pas non plus dans tous les bouquins, en tout cas pour Young Adult, c'est sûr et certain.
Donc ça, c'est vraiment une vive recommandation. Par contre, lisez-le quand vous vous sentez bien. C'est pas un livre feel good, loin de là. Le dernier livre que je vais aborder, donc ce dernier livre, c'est le livre One Last Stop de Casey McQuinton. Pareil, je sais pas si je le prononce bien. Donc franchement, c'est un livre que, pareil, j'ai eu du mal à m'accrocher au départ parce que j'avais été happée par Red, White and Royal Blue, qui est My Dear Fucking Prince en français, qui a été adapté en film, et un deuxième film qui va sortir prochainement, il me semble. Bref, j'avais été fascinée par ce premier livre. Est-ce que j'allais autant rentrer dans un autre univers et qui cette fois paraît beaucoup plus terre à terre? Eh ben oui. Oui, finalement, cette romance saphique est géniale. C'est pas pour de jeunes adolescents, de préadolescents, car il y a des scènes de sexe, mais ce n'est pas un bouquin qui n'est que sur ça, au contraire. C'est vraiment un livre qui est feel good, là pour le coup. C'est pas pour autant qu'on ne traverse pas d'autres émotions, mais c'est un livre qui m'a accompagnée sur plusieurs semaines. Un vrai bonheur. Franchement, c'est aussi une vive recommandation. Si vous aimez ce type d'écrit, c'est vraiment un coup de cœur assuré. Parlons des spectacles. Yeah! En 2024, j'ai vu beaucoup de spectacles, d'environ 15 spectacles. La plupart, j'ai regardé. Il y en a un où j'ai participé, c'est mon gala de danse. Voilà, donc je le compte parmi les spectacles. Mais au final, je ne peux pas vous le recommander. Si venez au prochain en juin 2025, mais c'est autre chose. On va commencer par les spectacles que j'ai vus au Théâtre du Nord. Donc le Théâtre du Nord, situé sur la grande place de Lille. Et il y a aussi le Théâtre L'Idéal à Tourcoing. C'est vraiment une belle découverte que j'ai faite à partir du moment où j'étais ambassadrice du Pass Culture, en partenariat du coup avec le Théâtre du Nord. J'ai pu faire de belles découvertes de pièces que je n'aurais pas pu voir, notamment Don Juan, mais ça je peux pas vous en parler parce que c'était pas en 2024. Mais même s'il tournait encore en 2024 dans toute la France, là je vais vous parler plutôt de l'école du Théâtre du Nord, qui fêtait sa dernière année. C'était pour la deuxième promotion, il me semble, la deuxième, et la troisième vient de commencer ses études. Donc pour cette dernière année d'études, les élèves ont fait 2 spectacles en particulier, donc 16 au centre, que moi j'ai vu le 23 janvier, et ensuite le spectacle Tragédie, que là j'ai vu en juin 2024. Donc ces 2 spectacles sont super en fait, mais un gros coup de cœur pour Tragédie qui est leur spectacle réellement de fin d'études, écrit, joué, mis en scène. En fait, tout est réalisé par eux. Ça résume toutes les peurs de notre génération. C'est l'histoire d'un crash d'avion, de jeunes qui partaient en conférence de paix à l'autre bout du monde, et du coup, à la Lost, ils se retrouvent sur une île qu'entre eux, et de là, ils sont laissés à l'abandon. Et pendant 1-2 actes, c'est cette scène, et le 3e acte, je ne peux pas vous le spoiler parce que je sais pas s'ils continuent de le faire, mais c'est un acte qui mérite d'être vu en vrai. Il continue des représentations par ailleurs en 2025 jusqu'en mars. N'hésitez pas à regarder. Et si vous voulez voir d'autres pièces au Théâtre du Nord, sachez que c'est 8 € pour les jeunes. Donc c'est super abordable.
N'hésitez vraiment pas parce qu'il y a vraiment des pépites et c'est ultra accessible. Ensuite, j'ai vu quelques théâtres d'impro. C'est vraiment ça, c'est une vraie découverte de 2024 parce que j'avais jamais fait ça. Et c'est un pur délice. Et sincèrement, si vous allez dans une ligne d'impro, go ahead. Vraiment foncez. Pareil, j'enfonce des portes ouvertes, forcément que c'est génial le théâtre d'impro, mais allez-y, c'est un pur bonheur et franchement, ceux que j'ai vus à Lille, c'est pépite. J'ai vu ensuite Madénian en spectacle, voilà, Mathieu Madénian. Je pense que c'était un spectacle que j'avais... Ah, non, c'est pas celui-là. En fait, il était en rodage. Il était en rodage dans une petite salle qui s'appelle le Spotlight à Lille. Super salle par ailleurs, plein de rodages. Petite salle vraiment ultra intimiste où tu peux voir des comédiens super. Avec des scènes ouvertes aussi. Super. Donc voilà, ça j'ai pu voir Madénian en mars 2024. Toujours hilarant. Voilà, bah là je vais pas vous mentir, c'était juste un pur délice. Euh, Aussi après, j'ai vu des spectacles dans le cadre de mes études, donc à Sciences Po Lille. Il y avait des possibilités de voir des spectacles. Et il y avait aussi des spectacles qui étaient réalisés par les élèves. Et là, c'était Edmond par mon école. Donc là, c'est pas une recommandation, mais euh, Edmond, c'est super. Voilà, Edmond, c'est super. Donc lisez la pièce, regardez le film. Et si jamais vous avez l'occasion de le voir jouer, allez-y, c'est vraiment super. Je vous ai parlé du Festival de Cannes, par contre je ne vous ai pas parlé de ce que j'ai fait aussi en mai 2024, qui est de voir Big Flo et Oli au stade. Donc le stade Pierre-Mauroy à Lille, enfin à Villeneuve-d'Ascq, c'était incroyable, grandiose. Pourquoi je vous dis ça c'est que moi, je suis fan, je l'ai déjà dit, je le redis. Et je le dirai encore. Non, c'est Big Flo et Oli, je suis très fan et je les ai vus quand ils ont fait leur tournée. Du coup, pour les autres, c'est nous. Ils ont commencé dans les petites salles, ils ont refait les zéniths, ils ont terminé par les stades. Et j'ai fait ces 3 étapes-là, sachant que j'avais déjà vu sur leur tournée précédente, je les avais déjà vus au Zénith de Lille. Cette fois, je les ai revus à la Condition Publique à Roubaix, donc petite salle. Ensuite, je les ai revus au Zénith et là, enfin, les voir au stade. Et c'était la première fois que je faisais un stade de ma vie et clairement, c'était un bonheur. J'étais dans les gradins parce que je pense pas que je puisse supporter la fosse, mais clairement, l'ambiance était folle partout. Et ils mettent le feu. Si vous avez l'occasion de les voir en spectacle, en concert, foncez. Moi, je vais pouvoir les revoir cette année. Voilà, je suis très contente de pouvoir les voir à Londres, euh, mais c'est vraiment juste un pur bonheur. Maintenant, on passe aux découvertes que j'ai faites ici à Nottingham parce que du coup, j'ai pu voir des spectacles ici. Il y a une offre culturelle super grande. Et donc là, en offre culturelle, c'est d'abord 2 comédies musicales qui sont Dear Evan Hansen et Airspray. Donc il y en a donc 2 classiques, à mon sens. Airspray peut-être plus connu, mais les deux ont fait des adaptations, enfin c'est très très connu, et c'était génial. Les comédies musicales, c'est vrai que on connaît Broadway aux États-Unis, on connaît le West End à Londres, et c'est vrai que Airspray et Dear Evan Hansen, la version UK n'a rien à envier à la version des États-Unis. C'était. Je sais pas comment définir cette sensation d'être dans une salle. En plus, vraiment une façon différente d'appréhender les shows. C'est-à-dire qu'on ramène du popcorn dans la salle. C'est un film en fait, finalement. Nous assistons à un film musical où les gens sont juste heureux. Oui, et on avait cette vraie sensation de spectacle vivant où vous voyez que il y avait des interactions quand même avec le public. C'était vivant, c'était unique
et c'était magique. Le dernier spectacle que j'ai eu l'occasion de faire à Nottingham, c'était le concert par l'orchestre de la BBC et les chœurs des universités de Nottingham, où ils ont performé notamment Carmina Burana en entier. Franchement, d'assister à un opéra, certes dans une salle moderne, mais avec une acoustique splendide et d'entendre ces termes cultissimes en plein dans les oreilles, c'est un pur bonheur. Je dirai jamais la chance que j'ai de pouvoir voir tout ça, notamment à des prix qui sont ultra abordables, beaucoup plus en tout cas qu'en France. Même s'il existe des formules en France, ici en tout cas pour les étudiants les prix sont très abordables. Par contre oui, c'est pas toujours les mieux placés. Enfin, je vais vous parler du dernier spectacle que j'ai vu en 2024, puisque c'était le 30 décembre. J'étais au Canada, et au Canada, il y a le Cirque du Soleil. Et oui, j'ai vu le Cirque du Soleil au Canada. On n'en parle pas assez, d'à quel point c'est une dinguerie. C'est vraiment super, le Cirque du Soleil. Donc, c'était dans la période de basculement où on commençait tous à être malades, surtout mon père. Voilà, nous avec mon copain, c'était pas encore la joie, mais voilà, on n'était pas super. Mais pourtant, et il y avait encore une fois cette sensation de spectacle vivant, de palper le risque qu'il prenait, d'une maîtrise. Quoi? Est-ce que c'est possible même humainement de faire ça? Juste le Cirque du Soleil, de base, quand on regarde par exemple Incroyable Talent avec mes parents, on n'est pas en mode le cirque, c'est un type d'art qui nous touche. Si, là, si, en fait. C'était c'était de l'ordre de la virtuosité. Juste la partie clown, qui vraiment n'est pas du tout mon délire, mais ça fait plaisir de voir qu'en plus il y a des interactions avec le public. Encore une fois, le spectacle vivant offre cette possibilité de connexion et de vivre quelque chose tous ensemble, et c'est vraiment splendide. Mais voilà, on sort de là, en plus bouche bée. Bah, j'ai 20 ans et je ne sais pas faire la moitié de tout ça. Mon dos craque, je ne peux pas. Donc oui, voilà, c'était globalement tout ce que j'ai vu en 2024. Voilà globalement mon petit point 2024 culture. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, vous, ce que vous avez découvert en 2024. Personnellement, j'aspire à découvrir encore plus en 2025. Et oui, notamment au niveau des films, je vais continuer à en dévorer énormément, surtout grâce à ces applications, grâce à, oui, à ces sites, donc Arte, France TV. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Surtout si vous êtes fan de cinéma, allez-y. Voilà, après j'ai continué d'aller au cinéma, je l'ai fait encore. Les tickets ici sont vraiment pas chers, et en plus comme c'est un ciné indépendant, ça donne encore plus envie. Après au niveau des spectacles, je vais pouvoir en voir, mais je pense que ça va être un peu plus limité quand je vais revenir en France. Donc là c'est vrai que pendant ces quelques mois où je suis encore à Nottingham, je vais continuer de savourer la culture. Donc les livres, c'est mon prochain objectif. Il faut absolument que je me remette à fond à la lecture. Là, j'arrivais pas sur la fin. En fait, quand c'est pas des comics ou des mangas, comme je vous le disais, j'arrive moins à me remettre dans une discipline de lecture. Ouais, vraiment. Je lis quand même beaucoup, mais il faut que je m'y remette. Là, j'ai commencé Le meilleur des mondes, un classique, mais il n'est pas très long, et j'ai l'impression que c'est une édition où la traduction est ok. Donc fingers crossed, et je vous tiendrai de toute façon au courant. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire. Je blablade beaucoup. Mais si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus,
sur la culture, d'avoir d'autres bons plans, n'hésitez pas. En tout cas, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, encore bonne année.